Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé. Alors notre invité du jour depuis maintenant 1 an, il est devenu une pièce capitale, si vous me permettez le jeu de mots de M6. Et avant de rejoindre cette chaîne, le journaliste de 35 ans que nous invitons, il a fait ses armes sur Next Radio TV, en commençant notamment par la chaîne de radio RMC. Il y a ensuite BFM Télé où il va couvrir des événements majeurs à l'image de la catastrophe nucléaire, c'était Fukushima, le séisme en Haïti ou encore le conflit en Afghanistan. Désormais, il présente occasionnellement les JT d'M6, mais on va en parler, et tente surtout de vulgariser l'économie à travers Capital, le célèbre magazine dominical, un dimanche sur deux que les téléspectateurs ont vraisemblablement envie encore de boucler et de goûter. François-Xavier Ménage, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors ce dimanche soir, vous présentez un numéro un peu spécial de Capital sur le grand défi des magasins pendant la période de Noël. Alors on pourrait dire leur grand défi, c'est d'abord avant tout de faire du chiffre d'affaires, le maximum de chiffre d'affaires, j'imagine, durant cette période. Maximum de chiffre d'affaires avec quand même un climat un peu particulier, et c'est aussi tout l'intérêt de ce documentaire qui a demandé plusieurs mois de travail. Et notre journaliste Emmanuel Kreutzer, il a suivi l'avant, le pendant et l'après-attentat de Paris. Le printemps, c'est le magasin qu'on suit. Évidemment, c'est un magasin emblématique de ce savoir-vivre à la française. Et pour le coup, c'est vrai, il y a eu un impact considérable. Les premiers jours après l'attentat, moins 30%. Et puis ensuite, on le voit très vite, de jour en jour, on passe de moins 30 à moins 15. Et 15 jours après les attentats, la fréquentation était redevenue celle d'avant les attentats de Paris. Donc c'est aussi ce que raconte ce document. C'est effectivement le visage de Paris, sitôt les attentats perpétrés, et ensuite comment les choses reviennent. Alors évidemment, elles ne reviennent pas à la normale, mais par le prisme de la consommation, par le prisme des salariés aussi de printemps, on voit un petit peu de cette France qui a quand même connu évidemment des choses très peu heureuses ces dernières semaines. Et ça, c'est un des atouts de ce document. Après, pour le reste, évidemment, on parle d'abord de ces achats de Noël et de la dernière ligne droite, et c'est assez truculent quand même. Côté coulisses, donc le printemps, quelles sont les mesures qu'ils ont pu prendre aujourd'hui, justement, alors, non seulement pour protéger leurs clients, mais également pour relancer d'une certaine manière la consommation? Il ne faut pas faire peur. Mais il faut montrer qu'il y a quand même un dispositif de sécurité plus important que le reste de l'année. Et ça se voit dès l'entrée, évidemment, de printemps, avec des vigiles qui surveillent tous les sacs. Alors ça peut sembler un peu réfrigérant quand on vient dans ce temple du shopping pour justement faire des achats. Mais pour le reste, c'est là où ça a été assez finement joué par printemps, parce qu'ils n'ont pas fait une surcommunication autour de cela. Et puis par ailleurs, et c'est aussi une des vertus de ce document, on se rend compte que ce magasin, qui est de plus en plus d'ailleurs un magasin qui cible les produits de luxe, eh bien, continue à faire venir des clients du monde entier. Alors certes, ce sont les Asiatiques notamment qui sont un petit peu moins venus que précédemment, sitôt les attentats perpétrés, mais qui reviennent en masse, à commencer par une Chinoise qu'on suit, richissime chinoise, qui vit la moitié de son temps à Hong Kong et le reste du temps en France. Quand elle vient faire une séance de shopping au printemps, et on la suit avec nos caméras, elle dépense 100, 200, 300 000 euros. Elle a des pièces de créateurs qui arrivent sous ses yeux. Elle décide, je prends ça, je prends ça, je prends ça. On a pratiquement privatisé un espace entier pour elle. Et ça peut aller jusqu'à plusieurs millions d'euros à chaque fois qu'elle se rend au printemps. Et voilà, c'est un des aspects assez étonnants de ce document. Et elle revient chaque année ? Elle revient, mais plusieurs fois par mois d'ailleurs. Noël, la période des fêtes et les grands magasins, est-ce que c'est pas, comme on dit dans la presse, un marronnier? On a le sentiment que c'est le genre de sujet qu'on retrouve chaque année. Mais c'est vrai, évidemment qu'on le retrouve chaque année, sauf que, et la fin de la phrase est importante, sauf que nous on le fait avec un point de vue économique. On va vous raconter ce qui se passe derrière le rideau, on ne s'arrête pas seulement aux vitrines, mais on vous raconte comment les grandes marques vont dans ces vitrines, comment elles négocient pendant des mois pour que justement elles puissent figurer en bonne place dans les grands boulevards. On va montrer comment un immense entrepôt qui n'a pour ainsi dire presque jamais été filmé arrive à faire en sorte que les rayons soient renouvelés pratiquement heure par heure. C'est vraiment un point de vue différent sur un magasin qu'on croit connaître, et en fait on tombe de la chaise pratiquement toutes les 10 minutes parce qu'il y a énormément de choses nouvelles qui sont montrées. Donc ça, c'est la vertu, c'est le logiciel Capital. Alors le printemps, il y a également un deuxième sujet, une deuxième partie, cette fois c'est consacré à la clémentine. Oui. La clémentine. Fruit populaire, on sait, en période de Noël. Pourquoi la clémentine? Parce qu'il y a un business particulier. Mais il y a un business particulier. C'est le fruit le plus consommé sur les tables à la fin de l'année. Environ 4 kilos consommés par personne sur toute l'année, mais ça se concentre en décembre. Alors vous connaissez la clémentine corse. La clémentine corse qui est plus chère que les autres, mais pourquoi elle est plus chère que les autres? Jusqu'à quel point elle est meilleure aussi bien pour celui qui va la consommer que pour le producteur? Jusqu'à quel point donc c'est un système vertueux? Et en face, vous avez la voisine espagnole qui là, pour le coup, a parfois, c'est vrai, un mode on va dire critiqué quand même sur ses récoltes, sur la critiqué sur les récoltes. Alors justement, on va voir jusqu'à quel point les cadences sont infernales. On va voir jusqu'à quel point parfois il y a des produits naturels mais qui peuvent sembler surprenants, qui sont, on va dire, pulvérisés sur ces clémentines. Voilà, il y a des choses qu'on va découvrir qui sont
assez étonnante. Les grands Assez magasins, marquante. la Clémentine, et enfin, très dernière partie, l'horloger LIP, sur lequel vous consacrez un ancien fleuron de l'industrie française. Qu'est-ce que LIP vient faire pendant les fêtes de Noël? Eh bien, ils vendent des montres. Voilà. Donc l'entreprise Tricolor est en train de repartir au combat pour essayer de vendre des montres moyen de gamme, parce que ce qu'on a découvert, c'est que les montres, c'est évidemment un produit qui est très acheté à Noël, notamment les gammes entre 100 et 300 euros. Alors sur le marché, les meilleurs, c'est les Suisses. Ils vous disent qu'ils sont extra et que les autres finalement n'ont qu'à ramasser les miettes. Et ben on est allé voir jusqu'à quel point les Suisses sont extra ou pas, jusqu'à quel point leur savoir-faire parfois, et notamment la matière grise, vient de France. Et comment une petite entreprise, entre guillemets bien sûr, LIP, qui n'a évidemment pas le même poids que Swatch, mais comment LIP essaye de se battre aussi en retroussant ses manches et en se disant, bah écoutez, l'hégémonie suisse, eh ben on y va, on va voir ce qu'on peut récolter comme laurier. Donc voilà, c'est ce combat entre la Suisse et la France autour des montres qu'on raconte ce dimanche, et ça raconte beaucoup de choses sur la France d'aujourd'hui aussi. Ça raconte des choses sur la France, voilà. Après, il y a des surprises là encore. Alors Capital, les présentateurs entre guillemets passent, c'est pas méchant de dire ça, c'est quoi la patte que vous souhaitez apporter? Maintenant, ça fait plus d'1 an que vous êtes aux commandes du magazine. Si on compare en tout cas, à vos prédécesseurs. Alors, d'abord, j'ai 3 prédécesseurs qui sont je rappelle, Emmanuel Chin, 15 ans, oui. Guy Lagache, 8 ans, et Thomas Soto, un peu plus récemment, 3 ans. Oui. Vous voyez parti pour combien de temps d'ailleurs? Je ne sais pas. On se compare à vos prédécesseurs. Je ne sais pas, et je ne me pose pas la question comme ça, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que, et ils l'ont déjà fait précédemment, les anciens présentateurs de Capital, ils allaient sur le terrain. Moi, je le fais peut-être de manière un peu plus systématique, avec des sujets que je signe assez souvent, des sujets d'une dizaine de minutes, parce que j'aime le terrain, parce que j'y trouve beaucoup de sources pour me nourrir, évidemment, et parce que je trouve que c'est bien aussi de montrer que quand on est présentateur d'une émission comme celle-là, voilà, ça ne se passe pas seulement sur une chaise. Oui, sa chemise. Mais bien sûr, et c'est, je trouve en tout cas assez louable de la part d'M6 que de laisser ses présentateurs aller sur le terrain. BFM, c'était avant votre arrivée à M6, hein, vous étiez journaliste, vous avez côtoyé justement le terrain, l'enquête, le reportage et les journaux. L'info continue, ça vous manque ou pas? Non, finalement, aujourd'hui, maintenant, c'est une page qui est totalement tournée. C'est jamais totalement tourné, l'info. De toute façon, en règle générale, je ne peux pas mettre ça à la poubelle parce que je me nourris de news en permanence. Je suis drogué, c'est certain. Mais avec le magazine, j'apprends autre chose et c'est passionnant. Mais c'est une super école, en tout cas. Ça vous apprend à être efficace, ça vous apprend à aller à l'essentiel et ça vous fait aussi beaucoup voyager accessoirement, ce qui est parfois pas mal. C'est pas désagréable. Non. 28 novembre dernier, vous avez adressé un message sur Twitter à BFM Télé, hein, dans le cadre des 10 ans de la chaîne, déjà les 10 ans sur la TNT gratuite. Vous avez écrit, je vous cite, un longue vie à toi et à ta rédac en or. On vous sent un petit peu un brin nostalgique. Non, pas nostalgique, c'est juste que moi j'ai plein d'amis là-bas, j'ai passé 6 années incroyables et je sais la qualité de tous les reporters et les présentateurs de BFM TV, parce qu'il y a parfois un peu de bashing autour des chaînes info, et c'était l'occasion pour les 10 ans de BFM de rappeler que voilà, ils ont une rédac qui cartonne, qui fait très bien son boulot, et voilà, ça faisait du bien de le rappeler. Après, j'ai aussi une rédac qui fait très bien son boulot, qui s'appelle Capital, et il n'est pas question de ne pas le dire, évidemment. Alors, outre Capital, vous avez également vu remplacer Nathalie Renaud, c'est aux commandes du JT hein, le week-end. Le plus beau cadeau de Noël, ce serait de vous offrir une place de titulaire journal télévisé? Non, le plus beau des cadeaux, c'est de continuer à faire ce que je fais, et c'est déjà pas mal comme cadeau. Mais après, le news, c'est un coup de main. Je présente les JT et j'en suis ravi quand Nathalie est en vacances. En ce moment, ça se présente comme ça. Et voilà, c'est vraiment pas autre chose qu'un coup de main. Moi, ça me plaît beaucoup, mais l'essentiel et la priorité, c'est Capital. C'est dit. Joyeux Noël. François-Xavier Ménage, merci. Donc on vous retrouve dimanche soir, hein, 20h55 sur M6 du Prime Time pour Capital. Et nous, avec le Buzz Télé, on se retrouve dès demain avec un nouvel invité. Merci encore. Salut. Très bonne journée.